relation de confiance qui se crée, qui fait en sorte que nous pouvons aussi y aller. Bien sûr, voilà, ça fait partie de nos freins, mais on ne s'arrête pas là et c'est... À la maison, je ne suis plus l'autorité politique, je deviens la femme et tout ce qu'il en soit. Tant qu'il y a une adéquation, un équilibre des jeux qui se fait en permanence, let's go. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui va changer avec les femmes? Qu'est-ce qui peut changer si les femmes, elles dirigeaient? Déjà, de manière intuitive, en partant du postulat que l'humanité se prive de la moitié de ses compétences et voilà, la moitié du genre humain, je pars de ce postulat pour considérer qu'il faut leur donner une chance. Et puis, il a été prouvé, et c'est consubstantiel à l'être féminin. Elles sont moins portées à la brutalité masculine que nous constituons, moins enclines, je dis moins enclines, et ça c'est empirique, c'est pas l'observation. Je ne dis pas que c'est scientifique, d'accord, à la gestion. Elles ont un certain scrupule à gérer. En fait, c'est aussi consubstantiel à l'homme que lorsque l'homme est commis à la gestion voilà, de biens, son appétit volage l'amène souvent à prendre des écarts, ce qui n'est pas souvent le cas de la femme, et c'est lié à son statut même social, d'accord, qui fait qu'elle a un peu plus de sens de responsabilité. Deuxièmement, de manière même consubstantielle et je vais dire originelle, la femme donne la vie, ça a tout un sens. Et donc elle a tendance à préserver la vie, des valeurs comme la paix, la concorde, je ne dis pas, pardon, je ne décris pas un univers de bisounours, il y en a certainement qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, mais c'est déjà ça dont il faut que l'humanité s'attache. Ah ouais. Et deuxièmement, pour que ça change, les médias ont un rôle important à jouer dans la transformation, la structuration des opinions. Nous avons un devoir à mettre en lumière les femmes modèles, à celles qui prennent des initiatives, qui sortent du lot et qui servent d'exemple. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait suffisamment. C'est sûr qu'il y a des héros anonymes, des héroïnes. Vous voyez, le machisme mal me rattrape, jusque dans le langage et la raison éthique du langage. Il y a des héroïnes anonymes, que ce soit rurales, partout. que urbaines. Et qu'on gagnerait à mettre en lumière pour donner de l'exemple, susciter de l'appétit, déjà chez les adolescents, pour aller plus loin. Peut-être que je vais vous surprendre un peu. Je pense que les femmes doivent commencer par se faire confiance entre elles. Pourquoi je le dis? Parce que une femme, c'est difficile pour une femme de se laisser diriger par une autre. Et souvent, on dit on dit dans la mentalité ordinaire que la femme est plus dure. Souvent, elles sont plus dures en matière de gestion que les hommes. Donc, il y a tous ces freins-là qui poussent certaines femmes à ne pas se laisser traîner par d'autres en matière de gestion. Nous sommes en politique, bientôt les élections législatives. Qu'est-ce que vous faites au sein de vos différentes instances politiques pour un meilleur positionnement sur liste? Qu'est-ce qu'au niveau du PRD, qu'est-ce qu'au niveau de l'Union fédération, c'est voilà qu'il y a un bloc qui se crée aujourd'hui. Le PRD, c'est républicain, et puis de l'autre côté, progressiste. C'est le progressiste. Est-ce que les femmes sont prêtes à faire ce combat entre elles d'abord? Un soupçon, comme l'a dit Gilles, d'organisation pour aller à la conquête. Elles ne se font pas d'abord confiance entre elles. Vous avez parlé de lobbying. Bon, pour reprendre un peu ce que M. Ozias disait, vous avez parlé de lobbying. Bon, pour l'instant, c'est très prématuré de parler de positionnement au sein des blocs qui sont en cours de création. Non, c'est pas prématuré. Il faut y aller dès maintenant au risque de ne pas parce que il faut démarrer maintenant. Vous savez que les vieux loups, qui sont avec vous, ils savent déjà qu'ils seront positionnés. Et ils savent ce qu'ils feront quand ils ne le seront pas. Quand je vous dis c'est prématuré, c'est-à-dire que c'est pas... Bon, bien sûr que les femmes... Nous sommes en une transition de notre échiquier politique actuellement. Oui. Donc, bien sûr que nous gagnerons, que ce soit le bloc progressiste ou le bloc républicain, à mettre des nouveaux visages et à mettre des visages qui correspondront à l'avenir. Même le président les exhorte aussi. Donc, bien sûr que nous allons... Il y a un lobbying qui va être fait. Un lobbying de jeunes, un lobbying de femmes. C'est évident. Est-ce que ça a commencé?
Vous attendez pourquoi? Je n'attends rien. Je n'attends rien. Alors, c'est vous qui le dites, messieurs. Peut-être. Messieurs, c'est vous qui le précisez. On demande à Oumédine, s'il vous plaît. Moi, comme je vous l'ai dit, je fais partie de la Ligue des femmes de l'Union fait la nation. Cela veut dire que déjà depuis des années, il y a déjà ce lobbying qui est créé, qui se fait. Et puis, comme nous sommes en train d'aller vers un bloc plus grand, nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'élargir, de nous rassembler. Exactement. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y en a, mais je pense que c'est le moment de mieux nous connaître et de savoir où nous allons. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça en ce moment. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est n'attendez pas à la dernière minute parce qu'eux, ils ont commencé il y a longtemps. Et on va vous accuser encore de n'avoir pas pris les choses à temps. Et si, ne vous laissez pas surprendre. Non, c'est l'image que, bon, on ne dit pas tout ne se dit pas aussi en public. Ça, c'est l'image que vous... Eux, ils disent tout en public. Eux, ils disent parce qu'ils ont envie de dire. Mais le lobbying et le travail... Mais vous aussi, dites-le, faites-le peur. Non, mais justement... Dites-le, faites-le peur. Il faut les dissuader. Non, il faut les dissuader. Serge n'est plus journaliste là. Serge vous donne des conseils. Nous avons... Il y a des... Bon, bien, les hommes le disent parce qu'ils ont envie de le dire. C'est une question de... Nous sommes plus... D'ego, oui, disons-le, c'est une question d'ego. Mais soyons plus méthodiques dans les choses. Justement, ce n'est pas parce que je vais le vociférer. La politique ne connaît pas de méthode. La politique... La seule méthode, c'est la flouterie, c'est la fourberie. Serge, ils vont jouer les tartuffes. Serge, merci. Serge, c'est bon, Serge. Chaque chose ensemble. Serge n'aime pas la politique, il va me coacher. Comprenez-le. Il va me coacher. Mais disons-nous une chose, bien sûr, il faut arrêter avec tous ces démonstrations théâtrales de dire si il y a une méthode, nous l'appliquerons. Justement, vous avez dit les femmes sont si les femmes, il y a des femmes qui sont encore plus dures que les hommes. Regardez le règne de Margaret Thatcher en Angleterre. Voici une femme où d'égal à un homme, ou d'égal où les sentiments, elle mettait ça de côté. Absolument. Nous arriverons à cela. Mais ce n'est pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que vous n'êtes pas prête. C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai rien dit. C'est vous qui dites que je ne suis pas prête. C'est moi qui souhaite, c'est moi qui suis. Ça démontre que vous n'avez pas confiance en vous. Merci. Commençons déjà. C'est que ça démontre parce que elle est en train de vous répéter que tout va bien, mais malgré tout ça, vous n'avez pas confiance. C'est vous qui n'avez pas. Ça, c'est les problèmes que nous avons. On attend de voir, en fait. Nous, enfin, pour que ça marche. Pour que votre stratégie, elle passe. Hein, parce que le souhait, c'est de vous voir. N'attendez pas la dernière minute. Voilà. On vous écoute, on vous entend et j'ai un coach qui m'a conseillé. J'ai pris acte. Merci beaucoup à vous d'être venu, d'avoir partagé. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes sur un plateau où il y a 4 hommes. Donc, j'aimerais profiter pour vous dire qu'au sein de vos familles, c'est sûr, vous avez des filles. Donc, j'aimerais bien que déjà, à partir de maintenant, vous commenciez par valoriser vos filles. Les potentialités de vos filles, mettez-les au même niveau que vos garçons. C'est très, très important pour la société que nous allons construire. Est-ce que vous encourageriez votre fille à faire de la politique? Bien sûr, si elle le souhaite, mais il n'y a aucun barrage. Il n'y a aucun barrage. Est-ce que vous lui parlez déjà de politique à la maison? Un tout petit peu. Moi, pour ajouter et pour finir aussi, j'exhorte bien sûr la jeune génération, et c'est un leitmotiv personnel, de me dire que les filles, je parle des filles, pas encore forcément des femmes, mais des filles, tout est ouvert à vous. Que si vous voulez devenir astronaute, si vous voulez devenir mécanicien, si vous voulez devenir politicienne, président, j'exhorte toute cette nouvelle génération de le vouloir. Tout est une question de volonté et d'engagement. Bien sûr qu'on va vous mettre les bâtons dans les roues. Bien sûr que vous entendrez que non, ce n'est pas un métier fait pour les femmes. On a essayé de vous mettre les bâtons dans les roues, vous? C'est humain, oui. Oui, mais bon, après, c'est une question de conviction et de personnalité et de foi. Quand j'ai foi, peu importe ce que je veux dire, je dis souvent, à défaut de prendre l'ascenseur pour y arriver, prendre les escaliers, j'atteindrai le même but. Ouais. Et c'est le quotidien. Quel que soit le temps que ça mettra. Quel que soit le temps que ça mettra, j'y arriverai. Merci, coach. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Et surtout les encourager à travailler sur la préparation à la citoyenneté politique. C'est très important.
Ça aussi, ça aide beaucoup, ça formate. Et du coup, lorsque vous voyez une femme qui est suffisamment formatée, qui connaît les méandres de la vie politique, les institutions, comment ça fonctionne, les mécanismes voilà, du fonctionnement politique, ça se sent et du coup, elle inspire tout de suite respect. Et ça baisse justement le regard sexiste, le regard condescendant, le regard réducteur. Oui, allons-y avant que je prenne la parole. Donc, au fait, je voudrais inviter les autorités à donner un coup de pouce à la représentativité des femmes. Parce que nous avons passé des années dans notre contexte, là, ces années-là n'ont pas permis aux femmes de se valoriser. Donc, nous avons besoin de ce coup de pouce-là pour avoir plus de modèles féminins. Ça, c'est ça qui va permettre à nos enfants, à la génération montante, de trouver des modèles et pour pouvoir les suivre. Donc, sincèrement, je ne sais pas si c'est encore possible, comment faire pour qu'il y ait plus de femmes dans les instances de décision. On veut vraiment un coup de pouce de la part du gouvernement. C'est un appel à M. Patrice Talon, son gouvernement. Oui. Ils ont entendu. Il a affiché un volontarisme féministe, mais son gouvernement, malheureusement, n'offre pas l'image de ce volontarisme. Ça va venir. Ça va venir. Je pense que la formation d'abord. Nous avons les universités et des vacances au niveau des partis politiques qui doivent constituer de véritables creusets de réflexion. Faut pas attendre qu'on vous invite avant d'y aller. Il faut même, tout à l'heure, susciter exactement, madame me parlait, et de l'engagement des petits-enfants depuis le bas âge, etc. Peut-être au niveau des universités de vacances, ça peut se faire, ça peut se mettre en place pour que dès le bas âge, celle-là qui n'a que 10 ans, 12 ans, puisse déjà avoir goût, toucher à la chose politique au niveau de ces instances de décision pour que les données soient un peu plus prises en compte et que l'on puisse changer les choses à la longue. Je suis totalement d'accord à ce que vous venez de dire, même au-delà même des universités. Je pense que l'engagement civique doit être remis au cœur de nos systèmes d'éducation. L'engagement civique, tant que nous, on ne rentre pas dans ce schéma-là, nous allons aussi continuer à faire, en guillemets, des citoyens un peu lambda que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit l'engagement civique, la citoyenneté, l'éducation populaire, remettre l'intérêt général au goût du jour. Tout ça, là, ce n'est même pas une question de femmes, au-delà même des convictions féminines, au-delà de l'engagement. Il faut que les jeunes prennent conscience qu'ils sont les citoyens de demain. Et tant que nous, la meilleure fervelance pour faire cela, c'est l'école. Ça doit passer par l'école. Nous avons eu à notre époque, je suis jeune aussi, mais à une certaine époque, l'éducation civique. C'est l'éducation civique aussi qui est le premier pan de l'éducation politique. Il faut féliciter M. Marion Cabo d'avoir réintroduit... Exactement, c'est là où j'allais aussi en venir. On réintroduit ça et après que nous, société civile, partis politiques, faisons encore un second travail, ça va de soi. Mais il faut aussi que l'éducation nationale prenne ses responsabilités dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci, chers messieurs, chères dames. Merci également. Tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est de vous retrouver à un sommet bien plus haut que cela. Moi, c'est ce que je vous souhaite personnellement. Portez-vous bien. Bon retour chez vous. On marque une courte pause. On vous retrouve pour la suite de l'émission. On va pouvoir lire tout à l'heure quelques-uns de vos commentaires que vous avez postés sur nos réseaux sociaux. La question, comment, selon vous, la femme peut-elle réussir son engagement en politique au Bénin? Ça va être tout à l'heure avec Maurice Tantan. À tout de suite. Qui sont venus, nous avons plein de choses à partager ensemble. Le corps humain comprend trois parties, la tête, le tronc et les quatre membres. Sommes là pour danser, sommes là pour bouger, sommes là pour baisser, et la doux. Mon conte roule, traverse plusieurs royaumes et compte sur 4 princesses dont le père ne connaissait pas le nom.
Oui, comment, selon vous, la femme peut-elle réussir son engagement politique au Bénin? C'est la question que nous vous adressons ce jour et Maurice Tantan est là pour nous en donner justement un feedback. Il y a eu beaucoup de réponses, je présume. Maurice Tantan, bonjour. Et vous n'avez pas tort, Ricardo Loïc Pécou, bonjour, bonjour Serge. Il y a eu énormément de réponses à la question du jour de ce matin. Il faut dire que le sujet relatif à l'engagement des femmes en politique dans notre pays intéresse beaucoup les téléspectateurs et les internautes. Je disais tantôt, ils ont été très nombreux à réagir à cette question, mais les avis restent très partagés. Pour certains, les femmes doivent avant tout faire preuve de détermination, commencer l'engagement dès le bas âge et surtout obtenir le soutien des hommes et des autres femmes pour réussir leur engagement en politique. Les avis sont partagés, il y a eu beaucoup de théories. Je vais vous donner lecture de quelques commentaires que nous avons reçus, comme je disais tantôt, sur Facebook, sur Twitter, mais également sur WhatsApp. Et nous allons commencer avec le premier commentaire, c'est Maurice Koumassa qui nous écrit ceci. La réussite des femmes en politique dépendra de la réputation qu'elles voudraient bien se donner. Sinon, certaines ont mélangé le sexe, l'action politique pour la promotion dans la gestion des affaires de la cité. Blaise Vaucourt nous dit la réussite en politique serait un peu difficile pour les femmes simplement à cause du statut que la tradition confère à celles-ci, leur faible naturel et la peur qui les anime. Elle peut réussir si et seulement si, écrit Blaise Vaucourt, elle arrive à se guérir de ces mots-là. Casten Kesso nous dit je pense que cette décision doit venir des femmes elles-mêmes car personne ne le fera à leur place, écrit Casten. Les femmes représentent au moins 52% de la population et rien qu'en regardant cela, tout est possible à travers la mise en place des coalitions et partis politiques dignes du nom. Nous restons sur Facebook pour prendre d'autres avis et commentaires d'internautes et téléspectateurs. Et c'est Isidore Ressou qui dit « Il sera difficile aux femmes de réussir en politique chez nous puisque notre tradition ne permet pas à la femme de vaquer à des occupations sans le consentement de son mari. Or, imaginez ce qui se passe en politique chez nous, des réunions sur réunions, des jours comme de nuit, et sans son mari, non, c'est possible seulement si le mari aussi est politicien, écrit cet internaute. Boniface Zongbossi nous dit que l'engagement politique se prépare pendant le cursus scolaire et universitaire. Donc la jeune femme doit commencer par prendre certaines responsabilités afin de développer le leadership qui constitue un fondamental pour réussir en politique. De plus, la femme doit être prête à supporter les caprices dus aux facteurs sociaux culturels. Nous allons prendre les derniers commentaires sur Facebook. Habib Zombo nous dit « On ne peut pas forcer les femmes au militantisme. Combien sont-elles à lever le doigt pour être responsables en classe ?» S'interroge cet internaute. Eh bien, cela commence par là. Il n'y a pas de génération spontanée. Elles doivent commencer par prendre le devant de la scène et montrer ce dont elles sont capables. Autrement dit, cette hégémonie masculine demeurera malheureusement, écrit Abiba Zombo. Et juste Koto Malé nous dit la première des choses, les femmes depuis la base n'aiment même pas prendre la parole en public. Elles doivent apprendre à parler et ensuite il faut que leur père, mari ou frère soit leur coach en les encourageant à s'intéresser à la chose politique. Nous allons. Vous permettez, on revient sur on revient en arrière. Oui, sur. Il s'appelle Fruit Juste. Quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier seulement dans un colloque. Il m'a dit qu'il s'appelle effectivement Fruit Juste, que ça n'est pas un nom d'emprunt, qu'il a toujours l'impression que vous malmenez son nom. Moi, j'ai fait le choix de ne pas lire le prénom Fruit. Mais c'est effectivement son nom, Fruit Juste Kotomale, à qui je dis d'ailleurs bonjour, on s'est rencontrés hier dans un colloque. Très bien. On va sur Twitter à présent et c'est Karim Mazouk qui nous dit il faut une volonté profonde et manifeste pour y parvenir de la part des femmes. Elles doivent avoir une détermination forte et défendre une idéologie juste caractérisée par un militantisme irréprochable car elle constitue vraiment un atout crucial de développement, écrit cet internaute qui nous a laissé son commentaire sur Twitter. Et Gounou, c'est-on dit Raymond, habitué
de Twitter aussi nous dit, premièrement, elles doivent avoir pleinement le soutien de leur mari et en second lieu, le soutien des autres femmes. Mais ces dernières pensent que seules les femmes de mœurs légères s'affichent en politique et ne la soutiennent pas. Selon elles, une vraie femme reste au foyer, ce qui est faux. Et il a bien batelé que c'est faux. Et Gounou s'est dit vraiment. Nous allons prendre les derniers commentaires. Cette fois-ci, on passe du côté de WhatsApp. Et vous avez, comme je le disais, il y a eu beaucoup de réactions à la question du jour. Euphrem Wegbe nous dit, pour que la femme puisse réussir son engagement politique, il faut un engagement, de la détermination et du charisme. En Afrique et au Bénin en particulier, on constate une certaine réticence des femmes dans la gestion des choses publiques et plus généralement du pouvoir. En témoigne leur présence très minime dans nos administrations publiques, par exemple, et ceci à cause notamment de la peur, et cette peur est innée chez les femmes. Il ne leur faut pas seulement les caractéristiques ci-dessous, précise-t-il, mais la femme doit vaincre cette peur en elle et se dire qu'elle est capable de faire ce que l'homme peut faire. Devons-nous fortunés, a également écrit sur WhatsApp, il dit, à mon avis, pour réussir son engagement en politique au Bénin, la femme doit d'abord essayer d'oublier les pesanteurs sociales, c'est-à-dire les critiques et les injures. Elle doit avoir un dévouement solide et être persévérante. Elle doit ensuite avoir l'esprit de réussite et travailler dur pour parvenir à ses fins. Enfin, elle ne doit pas refouler l'accompagnement de ceux qui veulent l'aider. Et nous allons terminer avec le commentaire de Hassani Imoru qui nous dit « La femme peut réussir son engagement en politique lorsqu'elle est sûre d'elle-même de tenir ses promesses qu'elle a proposées dans l'ancien temps, car c'est à elle de prendre son destin en main. » Suite à cela, nous avons vu ici des hommes politiques qui n'arrivent pas à honorer leurs engagements après les élections. Et si la femme peut arriver à faire le contraire de ces hommes politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, là c'est bon. Et elle peut donc réussir son engagement politique. Comme je vous l'avais dit, Serge et Ricardo, les avis ont été très nombreux, très partagés, beaucoup de théories, et j'espère que les femmes... Mais qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, de la représentativité des femmes ou de l'engagement des femmes en politique, vous, Maurice? Moi, personnellement, je crois beaucoup en la femme. Je suis même parfois très féministe sur les bords. Et je pense que, comme l'a dit certains internautes, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Et il faut que... Mais ça dépend de la volonté des femmes. J'ai entendu tout à l'heure les femmes faire appel aux autorités. Moi, demander, je pense que, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Est-ce qu'elle devrait demander? Oui, c'est parce qu'on est dans un contexte. Vous voyez, on est dans un contexte qui ne les favorise pas. Donc, elles n'ont pas le choix que de solliciter aussi un appui. C'est pour ça que je dis qu'elles doivent aussi beaucoup s'appuyer sur... Mais en même temps, c'est que c'est un coup de pouce qui doit être, comment je dois dire, sans condescendance en réalité. C'est un droit, finalement, qu'il faut... Bien sûr, c'est une sorte de réparation parce que pendant longtemps, elles ont été marginalisées, les hommes les ont toujours rangées. Relégués au second rang. Et on connaît beaucoup d'exemples de partis politiques qui publiquement disent voilà, nous allons positionner la femme en tête de liste, et quand on arrive à la Sénat, quand il faut se déposer, ce nom n'est jamais là. Et ça, on en a vu. Vous en avez forcément été témoin dans votre entourage. On connaît ça. Donc, c'est nécessaire que il y a ce coup de pouce là, mais les femmes aussi doivent prendre conscience que tout dépend d'elles et c'est elles qui doivent se battre pour vraiment obtenir ces places-là. Mais il y a de ces stéréotypes aujourd'hui. Quand vous voyez une femme en politique, réussie en politique, comme le dit Elisabeth Guigou, c'est qu'elle couche. Et ça fait que d'autres femmes n'ont même pas envie de... Non, moi je pense qu'en fait, ce n'est même pas lié au sujet de la femme en politique. C'est pas tout. Si vous réussissez là où vous êtes, il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, c'est parce que Ricardo, il a des amis, c'est parce qu'il y a telle personne, il y a un parrain et tout. » Alors qu'ils ne savent pas que vous dormez à 2h du matin et que vous venez ici à 5h pour travailler. Donc c'est comme ça. Moi, je suis responsable d'une petite association et je sais de quoi je parle. En plus, c'est vrai. Donc les femmes... Je dors à 2h travailler, évidemment. Donc, les femmes doivent savoir qu'elles ne peuvent jamais empêcher les gens d'avoir ce type de réflexion. Mais ça ne doit pas non plus constituer un frein. Il faut voir les exemples ailleurs. Les femmes ont dû se battre, batailler dur. Et parfois, il faut sacrifier certaines choses. Je pense que
si les femmes doivent dire, voilà, moi je dois avoir un mari, un foyer et tout, c'est un peu compliqué. Et ça, il faut se rendre à l'évidence que parfois, il faut être prêt à faire de gros sacrifices pour émerger si on veut vraiment faire la politique. Oui, mais qu'est-ce que les hommes devraient faire pour accompagner les femmes? Qu'ils arrêtent d'être machos et qu'ils lâchent prise, c'est tout. Hein. Ouais, parce qu'au fond, le problème des femmes, c'est que les hommes ne veulent pas le laisser... Il faut que les hommes valorisent les femmes qui ont de la compétence dans leur milieu. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas laisser les femmes. Bien en fait, sûr, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Ce n'est même pas une impression. Les hommes ne veulent pas laisser... Ils ne veulent pas faire de la place aux femmes. Et vous allez voir dans les positionnements, elles vont souffrir encore le martyre. Espérons que vous fassiez le contraire, chers messieurs. Faites de la place aux femmes. Ils ne le feront Faites pas. la promotion aux femmes. Oui, c'est important. Nous, on le fait par ici. Je ne me fais pas d'illusions, en tout cas. On attend de voir. La politique restera ce qu'elle est. Non, on va espérons que ça change. Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Même dans 100 ans, peut-être par ici. Non, soyez pas pessimiste. On continuera de dire la même chose. Parce que les hommes ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas lâcher prise. Ils ne veulent pas. Et donc, il faut que les femmes puissent prendre leurs responsabilités. Ils ne veulent même pas laisser les jeunes. Et pourquoi ils vont laisser les femmes? C'est beaucoup plus compliqué, là. Allez, on va faire maintenant du sport. C'est avec Hospice Metoli. Hospice Metoli, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Mais je vois Serge vraiment très mignon dans le rôle de premier homme. En plus, il est Pourquoi pessimiste. pas? C'est vrai, ils disent premier gentleman, the first gentleman. Yes. Why not? Let us try. Allez, on parle de la Ligue des Champions, c'est cela? Paris qui arrache le nul au Napoli? C'était lors de la journée du mardi. Paris menait, mais s'est fait rattraper par le Napoli et Insigne. Tout reste tout de même à jouer dans ce groupe de la mort où Liverpool a perdu à Belgrade face à l'Étoile Rouge 2-0. Après son match nul à Naples hier soir, tout reste ouvert pour le PSG en Ligue des Champions. Les deux équipes se sont neutralisées 1-1 et gardent toutes leurs chances pour accéder aux huitièmes de finale de la compétition. On a 2 matchs et on peut gagner. Les 2 matchs, c'est possible, c'est super dur et super difficile, mais c'est possible. Nous avions une double confrontation contre une des équipes, comme tout le monde le dit, les plus fortes d'Europe. Et pourtant, nous avons réussi à prendre un petit avantage. Et en ce moment, ce n'est pas rien. Le groupe est très équilibré et il faudra se battre jusqu'à la fin. Dans le groupe C, surnommé le groupe de la mort, Paris et Naples sont aux prises avec Liverpool qui s'est fait surprendre hier soir par Belgrade, 2-0. Dans les autres groupes, Monaco est définitivement sorti du jeu après sa lourde défaite à domicile face à Bruges. L'Atlético et le Borussia Dortmund prennent eux une option pour les huitièmes de finale. La bonne opération est pour Tottenham dans le groupe B. Les Spurs s'imposent face au PSV Eindhoven et peuvent encore rêver à une qualification pour la suite de la compétition. Enfin, Porto et Schalke 04 confirment leur domination sur le groupe D. Le Lokomotiv Moscou est éliminé tandis que Galatasaray se retrouve dans une posture très compliquée. Ah bon? Oui, le Real a trouvé une petite équipe hier. Mais puisque vous en parlez, on revient sur la soirée d'hier. Cristiano Ronaldo et la Juve qui ont perdu dans les 5 dernières minutes 2-1 ou 1-2 face au Manchester United de José Mourinho. Et puis vous avez Lyon qui s'est fait rattraper au score après avoir mené 2-0 et un carton rouge pour Effenham. Lyon s'est fait rattraper 2-2 du côté de la France. Le Real, vous avez parlé, a battu 5-0 Victoria Plzen, alors que, non, il faut le rappeler, alors qu'à l'aller, le Real a eu de la peine à battre cette équipe à domicile au Bernabéu lorsque Lopetegui était là. Donc, un coup de chapeau à Santiago Solari qui est en train de faire de très belles choses avec cette équipe du Real Madrid. Il faut rappeler aussi la victoire, la large victoire de Manchester City, 6-0
Pep Guardiola et ses poulains sont en train de venir en puissance. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Oui, vous nous dites que le transfert de Mbappé de l'AS Monaco vers le PSG est un gros montage financier. C'est exact. Les Football Leaks dévoilent les demandes exorbitantes du prodige français. J'y arrive lors de son transfert. Kylian Mbappé et ses parents ont été très exigeants. Déjà champion du monde alors qu'il n'a pas encore 20 ans, la nouvelle pépite de la planète football, le français Kylian Mbappé, a connu une ascension fulgurante avec au passage un transfert très lucratif de Monaco au Paris Saint-Germain à l'été 2017. On en sait maintenant davantage sur les coulisses de ce transfert hors norme grâce aux Football Leaks, ces documents théoriquement confidentiels que se sont procurés plusieurs journaux européens. On apprend ainsi que le PSG, qui a déboursé 180 millions d'euros pour s'attacher ses services, lui a offert un bonus de 5 millions à la signature de son contrat et lui a garanti un total de 50 millions en salaire sur 5 ans, le tout net d'impôts. L'attaquant né à Bondy a aussi obtenu 30 000 euros par mois pour payer son loyer et 3 employés, un concierge, un chauffeur et un agent de sécurité. Il avait aussi réclamé en vain qu'on lui offre 50 heures par an de voyage en jet privé et une prime si le PSG était exclu de la Ligue des Champions pour non-respect des règles du fair-play financier. Autre demande non satisfaite, devenir le joueur le mieux payé du club, autrement dit dépasser Neymar et ses 30 millions d'euros en cas d'obtention du Ballon d'Or. S'il est récompensé le 3 décembre prochain, il devra finalement se contenter, entre guillemets, d'une prime de 500 000 euros, toujours net d'impôts. Mais ça, c'est malade, c'est malade, ça fait sauter du canapé. Comment? Non, mais ça fait beau de savoir jouer au football. C'est le business de football, c'est aussi simple que ça. C'est ça le foot. Ce n'est plus un jeu, c'est un enjeu économique. C'est pas vrai. Oui. Bon, ça ne lui a pas été octroyé quand même. Ouais. Mais il l'a exigé, quoi. Oui, il l'a exigé. Bon, il a exigé en plus. Il n'a pas obtenu. À 19 ans seulement. C'est le football. Mais vous n'avez pas envie de jouer au football? Non, il n'a plus que 18 ans, lui, là. Il est déjà rouillé. Allez, on passe au dernier sujet. Il n'a plus envie de parler du reste. Non, c'est fini, ça. Allez, en fin de session, c'est ça? Fin de saison pour Raphaël. Le Mallorquin ne sera pas à Londres pour le Masters de cette ville, la dernière plus grande compétition de la saison pour ceux qui concerne le tennis. On ne reverra pas Rafael Nadal sur un court de tennis d'ici la fin de la saison. Le joueur espagnol l'a lui-même annoncé sur Twitter en expliquant pourquoi il avait pris cette décision. La semaine dernière, il avait dû déclarer forfait pour le tournoi de Paris-Bercy en raison d'une blessure aux abdominaux et sachant qu'il ne serait pas remis à temps pour le Masters de Londres qui commence dimanche prochain, il a choisi de se faire opérer de la cheville droite. Guère épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, le Taureau de Manacor n'a plus joué en compétition depuis début septembre et son abandon en demi-finale de l'US Open à cause, à l'époque, d'un problème au genou. Son forfait pour le Masters fait 2 heureux. John Isner, qui ne devait être que remplaçant et qui récupère finalement une place de titulaire pour le tournoi londonien, et Novak Djokovic, qui est désormais assuré de terminer l'année à la place de numéro 1 mondial, que seul Rafael Nadal pouvait lui contester. On continue d'en parler, les 50 millions d'euros de Kylian Mbappé. On va finir par la route du Rhum où tout simplement ça fait beaucoup de ravages, les différents tsunamis et consorts. C'était dimanche dernier à Saint-Malo. La mer était calme et Banque Populaire menait la flotte au départ de la route du Rhum. Moins de 48 heures plus tard, le maxi trimaran de 32 mètres skippé par Armel Lecléache a chaviré au large des Açores. Le vainqueur du dernier Vendée Globe a pu activer sa balise de détresse et il attend désormais les secours à l'intérieur de son bateau. Selon son équipe, le chavirage est sans doute dû à la rupture de son flotteur bâbord sur une mer agitée avec des creux de 5 mètres et des vents atteignant les 35 nœuds, soit 65 km/h. Ces conditions météo musclées ont aussi provoqué des avaries sur les ultimes de Sébastien Josse et de Thomas Coville et au total sur environ un tiers des voiliers engagés dans cette course transatlantique. J'ai plus de voile pour remonter au vent dans la brise. C'est ça la galère. Donc avant de tout péter, pour l'instant le mât il est encore en l'air. Je rentre à Port-la-Forêt, c'est le plus près d'ici. Dans son malheur, Romain Attanasio a eu plus de chance qu'Isabelle Yoshke et que Sam Goodschild qui ont dématé. Et le directeur de course prévient, 2 autres dépressions sont attendues d'ici la fin de la semaine. Serge, en vérité, c'est ceux qui affrontent les orages qui devaient bénéficier des 50 millions d'euros. Et pas les joueurs.
Gamin de 19 ans, là. Bon, ben, ôtez-moi d'un doute, pourquoi ça s'appelle... Non, je ne suis pas jaloux, je suis très content pour lui, je suis très fier pour lui. Ça ne se sent pas. Dites-moi pourquoi ça s'appelle route du Rhum. Parce que le Rhum, exactement, que vous aimez. Enfin, pas forcément. Hein. Je sais que c'est une eau vive de toute façon qui est... Donc, vous n'aimez pas ça, Serge? Non. Ah, d'accord, vous êtes comme moi, alors. Ouais. Allez. Peut-être. On se retrouve demain. Pas peut-être. On se retrouve demain. Oui, allez, on se retrouve demain. Merci. Hospice à demain. Place maintenant à Ulvaeus Balogun, c'est lui qui a lu pour nous les journaux. Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour à vous. On parle ce matin donc de la visite du chef de l'État à Oslo, en Norvège. Tout à fait, notamment dans le cadre du 8e sommet nordique et africain des affaires. Le quotidien de service public La Nation titre le président Patrice Talon en invité d'honneur. Le journal explique que le président est en terre norvégienne à la tête d'une délégation composée entre autres du directeur général de l'Agence de promotion des importations et exportations APIES et du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, représentant les opérateurs économiques. L'économiste renchérit promotion de l'économie bleue, talon à la conquête des investisseurs en Norvège. Le journal précise que ce sera l'occasion de présenter aux hôtes et invités du forum les nombreux atouts qu'offre le Bénin aux investisseurs, notamment dans l'économie bleue, dans la perspective de définir de nouvelles orientations ambitieuses pour la coopération entre le Bénin et la Norvège. Le progrès, quant à lui, est sur les traces de Patrice Talon en Norvège et ajoute que les deux pays ont signé un mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale. Un acte par lequel le Bénin resserre ses liens avec la Norvège dans la mesure où cette signature marque une avancée substantielle de la démarche diplomatique amorcée par le Bénin, car l'admission d'un pays à une coopération au développement avec la Norvège se fait normalement suivant une procédure longue et complexe, mais qui, dans le cas du Bénin, a été écourtée et simplifiée au regard des actions de plaidoyer constant de la patrie béninoise et de l'engagement affiché à relancer la coopération bilatérale. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur, de nombreux établissements privés d'enseignement supérieur sont fermés. Tout à fait, on revient dessus avec La Nation qui révèle ce que l'on reproche aux promoteurs d'établissements privés. On y lit qu'au total, 136 écoles privées d'enseignement supérieur EPES sont concernées par ces listes. 50 EPES sont fermées dans toutes les filières pour compter de l'année académique 2018-2019. 50 ont reçu l'agrément pour des filières précises. 20 ont obtenu l'avis favorable d'agrément dans certaines filières et 24 sont agréés à ouvrir avec des formations de licence et de master professionnels au moment où 12 sont partiellement fermés car n'ayant pas cru devoir présenter des dossiers pour obtenir l'agrément. Somme toute, le journal publie la liste provisoire de ces écoles. Et enfin, à l'Assemblée nationale, le débat se poursuit autour de la loi des finances 2019. Bénin Baromètre évoque la nouvelle taxe sur le secteur hôtelier et titre les doléances du Conseil national de l'industrie hôtelière du Bénin. L'industrie plaide pour l'adoption d'une formule de pourcentage dans le paiement des taxes indispensable pour rehausser l'économie nationale. Sacré Ulvaeus, merci. Merci à vous. Bonne journée. On se voit demain. Hein? Sans faute. Allez, bonne journée à vous, à demain. Vous avez vu Maurice Tantan? Dites-lui de venir là. Je crois qu'il est à côté. Bien sûr, d'une revue à une autre, c'est la revue du web avec Maurice Segla Tantan. Alors, on parle de quoi déjà Tim Berners-Lee, oui, le créateur du web, qui lance un nouveau contrat, dit-on, pour protéger sa création. Absolument, Tim Berners-Lee, on ne le présente plus, ancien physicien et pionnier du web dans les années 80. Il a créé en 2008 la fondation Web pour œuvrer à une meilleure disponibilité du web dans le monde, chargé d'ouvrir la nouvelle édition du Web Summit de Lisbonne. Il a présenté son nouveau projet, c'est-à-dire un contrat avec de grands principes pour protéger le web et que tout le monde pourrait
signé. Le contrat est court et simple et porte essentiellement sur l'accès au web à tous, la neutralité du net et le droit fondamental au respect de la vie privée. Le gouvernement français, Google et Facebook seraient parmi les premiers à afficher leur soutien à ce nouveau contrat de Tim Berners-Lee. Pour Tim Berners-Lee, il y a urgence. Beaucoup de choses ont mal tourné. Nous avons des fake news, des problèmes de respect de la vie privée, des personnes qui sont manipulées, a-t-il énuméré. Sa fondation World Wide Web dénonce aussi l'extrême concentration actuelle du web où seulement quelques géants se partagent le gâteau publicitaire et contrôlent l'accès au web via leurs services. Dans la foulée, il faut dire qu'un hashtag for the web a été lancé pour soutenir la démarche de Tim Berners-Lee. Et puis les Américains, ils étaient aux urnes récemment et vous nous dites qu'il y a un candidat mort qui est élu au Nevada. Au Nevada, il s'appelle Dennis Hof. C'est un célèbre propriétaire de maison close qui était décédé il y a un mois et qui pourtant a été élu mardi dernier lors des élections américaines de mi-mandat à l'Assemblée du Nevada sous l'étiquette républicaine, je le disais, en raison d'une particularité du code électoral en vigueur dans cet État américain. Selon les résultats des élections locales publiées sur le site de la législature du Nevada, Dennis Hof l'a emporté avec 63% des voix face à une candidate démocrate dans la 36e circonscription de l'Assemblée de cet État de l'Ouest du pays où la prostitution est légale. Le code électoral du Nevada autorisait en fait le maintien de sa candidature post-mortem, mais les responsables politiques locaux vont devoir nommer son remplaçant désormais. Et puis, vous avez cette question concernant la route du Rhum. Il faut, ni Ricardo et Hospice, ils ne m'ont pas répondu. La réponse, en fait, il faut savoir que le rhum est fabriqué à partir du canne à sucre. Exactement. Et que le canne à sucre venait de Pointe-à-Pitre, de cette région des Antilles. Des Amériques. Et donc, c'était la route du Rhum. Ah, d'accord, d'accord. Je voulais savoir, je dormirai moins tôt ce soir. Pardon? Vous prenez du rhum? Non. Vous voyez, quand j'ai posé la question, ils n'ont pensé qu'à l'eau de vie. Serge, c'est bon. Votre réponse est spontanée. Oui, c'était non pas spontané, c'est juste de la culture. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Merci. Non, il fallait. Je voulais en savoir davantage parce que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle route du Rhum. C'est bien d'avoir Maurice à côté. Voilà. Bien sûr. Merci, bien Maurice. sûr. C'est gentil. Hein. Maurice, t'entends. Le féministe. Et vous alors? Vous êtes la masculiniste. Macho. Non, on aime bien les femmes. Vous et moi. Bon, d'accord. Non, de toutes les façons, il faut promouvoir la femme. Ouais. Il faut offrir toutes les chances à tout le monde en réalité. Autant on fait le combat pour les droits de la femme, autant on doit faire le combat pour les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées qui sont brimées dans leurs droits également. Donc, ça doit être un combat. Alors qu'ils sont tous des citoyens comme nous et ont le même droit que nous. Et parfois, ils sont plus. Enfin, ils ont ces potentialités que nous n'avons pas. Bien sûr. Et puis, ils vous surprennent sur certaines choses. Et donc, il faut leur offrir la possibilité de pouvoir s'exprimer. Il faut leur offrir. Je pense que c'est juste une question de justice. Oui, hein. de justice. C'est une question de justice parce que voilà, il faut donner toutes les chances à tout le monde, comme disait Serge. C'est important. Il faut donner toutes les chances à tout le monde. C'est important dans la vie. Hein. Enfin. Il ne faut pas brimer les droits des uns au détriment des autres parce que les positions, elles peuvent changer également d'un jour à l'autre. Donc, il faut savoir toujours, comme on le dit bien, savoir raison garder. Allez, demain, c'est vendredi de la culture et de la société. Demain, on va parler beaucoup de culture, on va parler de cinéma, on va parler de musique, on parlera des belles lettres, on va parler de livres parce qu'on a célébré, c'était hier seulement, la journée internationale de l'écrivain africain. On aura l'occasion de revenir sur quelques-unes des activités qui se sont déroulées ici au Bénin et puis pourquoi pas évoquer quelques grands noms de la littérature africaine et de la littérature béninoise également. Prenez simplement le rendez-vous. Ouais. Oui, on prend le rendez-vous pour demain. Demain, vendredi, ce sera le 9
novembre 2018. Le 9 pour le 539e. 539e, 9-9, voilà. Allez, c'est terminé hein, pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Demain, donc, 9h, 6h à 9h, évidemment, on va parler essentiellement de la culture et de la société. Allez, prenez soin de vous. Merci à Arnaud Togbino, à Daniel Ada et puis à Calvador Awanou qui nous ont accompagnés tout le long de cette émission. Bonne journée. N'oubliez pas Moufidat. Moufi. Allez, à Jockey. Portez-vous bien. À demain, 5 sur 7.